Bonjour et bonsoir, chers amis qui suivez 5 sur 5 médias. Je reviens encore pour commenter un peu sur la politique qui se fait en République démocratique du Congo. Moi, c'est Mac Lushimba, que les amis intimes appellent Big Mac. Comme vous le savez, le pays, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, est en train d'avancer vers des moments cruciaux. C'est-à-dire ceux qui ont des yeux pour voir peuvent constater déjà que, au vu de la politique que le gouvernement est en train de mener, c'est-à-dire le gouvernement de Joseph Kabila, le pouvoir de Joseph Kabila, n'importe quoi peut arriver n'importe quand. Et surtout que nous tendons vers le mois de décembre, qui est le mois où, selon la constitution de la République démocratique du Congo, le président, normalement, doit descendre du podium pour laisser le pouvoir à une autre personne. Mais cela, normalement, devait se faire après élection. Mais vu le comportement de M. Joseph Kabila, regardez comment il est en train de diriger le pays. On a un gouvernement en place qui ne sait pas respecter le calendrier, c'est-à-dire qui ne sait pas jouer les responsabilités que lui ont confiées les Congolais. C'est-à-dire qu'ils sont là, en train de gérer le pays, et ils ont oublié que l'année dans laquelle nous sommes, c'est l'année où beaucoup de choses devaient se faire. Le recensement des Congolais, l'établissement des cartes d'identité et l'organisation des élections à beaucoup d'échelons. Et l'élection la plus attendue, la plus grande, c'est l'élection présidentielle, qui devait voir Kabila descendre du podium, comme je l'ai dit. Pourquoi? Parce qu'il a déjà fait ses 2 mandats, selon la Constitution. Et il doit se mettre de côté pour qu'une autre personnalité politique que les Congolais vont voter, celui qui va gagner les autres, puisse passer et prendre les commandes du pays. Mais ce qui se passe au Congo, c'est vraiment autre. Alors, vous verrez qu'il y a eu des manœuvres dans le passé qui ont poussé à ce que les Congolais sont descendus dans les rues. Ils se sont battus pour empêcher le gouvernement de tripoter ou bien d'échanger quelques articles pour faire de Kabila un roi du Congo. Ils n'ont pas réussi et on a avancé. Récemment, il y a eu une ville morte demandée par beaucoup de partis politiques de l'opposition. Et on a vu que cela a marché. Ça montrait clairement la volonté du peuple congolais d'avancer vers des choses nouvelles. C'est-à-dire de ne plus voir les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui s'éterniser ou bien chercher à fermer l'espace politique, à jouer un mauvais jeu pour se cramponner au pouvoir. Et après cela, on a vu que le pouvoir de Kabila, à ses habitudes, n'a pas fléchi. Il y a eu Moïse Katumbi qui a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle qui aura lieu prochainement, entre guillemets, si vraiment elle aura lieu. On a vu comment le pouvoir en place a créé une histoire disant que Moïse Katumbi a fait entrer des mercenaires au Congo pour déstabiliser la République. Et on a vu qu'on a arrêté quelques citoyens congolais aux côtés d'un citoyen américain et un nord-américain, Darrell Lewis, qui venait d'ailleurs récemment d'être relâché. Et jusque-là, on attend du président Joseph Kabila et de ses hommes au pouvoir de donner des preuves que Moïse a fait entrer des mercenaires. Ou bien ils sont encore au Congo, ils étaient au nombre de combien, ou s'ils sont déjà sortis, qu'on nous donne un peu de précision là-dessus.
C'est ce que nous attendons, mais jusque-là, il y a un calme de la part du gouvernement. Et Moïse, qui est malade, selon ce que ses juges et ses médecins ont conclu, et ses avocats même, a été autorisé de quitter le pays. Ce qui m'a poussé à faire une vidéo la fois passée, là où je voyais déjà, j'émettais des doutes sur la chose politique qui est en train de se faire au Congo. Et nous attendons voir là où la réalité va nous mener. Et après ça, on a vu le président Kabila recevoir une délégation des ex-M23, une groupe rebelle composé en majorité des Rwandais et des Ougandais qui manipulaient quelques visages congolais là-bas. On a vu ce groupe-là venir à Kinshasa, soi-disant, ils veulent se transformer en parti politique et, selon leur déclaration, le pouvoir de Kabila leur a accordé, a accepté qu'ils deviennent un parti politique, tout en sachant qu'il y a encore des histoires qu'ils devaient se dire. Il y a encore des choses qu'ils devaient se dire autour d'une table dans le cadre des accords, qui est toujours lettre morte. Et ce qui a inquiété des gens normaux, de voir que les anciennes personnes qui ont tué des Congolais en masse puissent encore revenir. Et le pouvoir de Kabila a accepté de s'asseoir avec eux et leur a accordé donc le privilège de devenir un parti politique. Pendant qu'à Beni, Lubero et dans l'est du Congo, il y a des massacres qui continuent à se faire. Alors on a vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête de ce président. Et récemment, il y a eu un conclave à Bruxelles, dans la ville qu'on appelle Genval. Là-bas, ils se sont rencontrés. Et on a vu beaucoup d'hommes politiques de l'opposition et de la dynamique de l'opposition se rencontrer autour de la personnalité de l'opposant historique, M. Etienne Tshisekedi. Pendant 2 jours, ils ont dévisé là-bas, ils ont parlé, ils ont échangé des idées, je veux dire, et en conclusion, ils ont proclamé donc leurs idées. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'ils ont rejeté le dialogue de Kabila et ont brandi la résolution des Nations Unies 2277, qui veut c'est que s'il faut qu'on se parle, que ça ne soit pas dans le cadre que le président Kabila voulait, que ce soit dans le cadre donc, de la communauté internationale, pour essayer un peu de pousser les choses et créer un changement au Congo. Et à la sortie, on a vu des interviews par-ci, par-là. Il y a eu des interventions sur YouTube, sur Facebook, de la part des gens de la majorité présidentielle qui s'inquiètent déjà. Et on a vu le président Kabila dépêcher M. Raymond Tchibanda pour aller en Belgique voir le Premier ministre Didier Reynders, tout en sachant que c'est le même gouvernement de Kabila qui dit qu'ils n'ont pas de leçons à recevoir des étrangers et que la politique du Congo, comme l'avait dit Lumumba, va se jouer au Congo et que le dernier mot ne viendra ni de Bruxelles, de Paris, de Washington, mais ça se fera à Kinshasa. Ils ont rigolé quand ils ont vu les gens de l'opposition aller en Europe, à Bruxelles je veux dire, pour se rencontrer, mais curieusement, eux aussi viennent d'envoyer un émissaire rapidement là-bas, dans une mission impossible, comme l'a décrit un camarade à moi, alors pour s'enquérir de la situation. Alors, ça montre automatiquement que ce que les gens de l'opposition sont allés faire là-bas, bien que Kabila et ses acolytes puissent les critiquer, puissent rigoler, alors ce n'est pas un simple jeu.
Ça, et ça aura toujours un impact dans la politique de la République démocratique du Congo, si pas à court délai, à court terme, je veux dire, même à long terme. Et au vu de tout ce qui s'est passé ou bien qui est en train de se passer en République démocratique du Congo, sur le plan politique, ce va-et-vient des politiciens de la majorité présidentielle, du PPRD, des opposants de toutes les dénominations. Alors ça m'a poussé un peu à revenir encore, comme je l'ai dit, pour essayer un peu de partager ma pensée, mon raisonnement avec le peuple congolais et les amis du Congo. Alors, j'ai toujours pris comme modèle la politique qui s'est toujours faite en République démocratique du Congo depuis les années 90, quand Mobutu était président. Donc, rien n'est nouveau sous le soleil. On a vu des gens aller à gauche, à droite, se rencontrer là-bas, des conclaves, faire des unions, des alliances là-bas. Mais ça a toujours fini en queue de poisson. Ça a toujours accouché d'une souris, selon l'expression que les Congolais eux-mêmes ont toujours prononcée. Alors, cette fois-ci, il y a des questions que nous devons nous poser. Est-ce que la rencontre de Bruxelles, est-ce que ça va porter des fruits? Est-ce que le comportement des politiciens congolais a-t-il changé pour de bon? Ont-ils appris des leçons pour vraiment mener la République démocratique du Congo maintenant à bon port? C'est-à-dire à effacer un peu leur ego. Parce qu'on sait qu'en Afrique, en général et spécialement au Congo, les politiciens, quand ils font ce qu'ils appellent même la politique, ils le font avec leurs égos. C'est-à-dire qu'ils se mettent en avant-plan au lieu de faire passer les intérêts supérieurs de la nation devant tous les intérêts. Alors, comme je l'ai dit, il y a des commentaires qui se font sur Facebook et sur YouTube. Et dans la plupart des commentaires, les Congolais ne cessent de se poser la question, est-ce cette fois-ci, est-ce la bonne? Est-ce qu'ils vont réussir de se mettre un peu, de se rabaisser un peu, de rabaisser un peu leurs égos, de rabaisser un peu leurs ambitions égoïstes personnelles pour faire monter la mère patrie qui est le Congo démocratique. Et c'est ce à quoi le peuple congolais est en train de s'attendre. Et cela m'a poussé un peu à voir les choses de ma façon aussi. Alors, si je peux commenter, il y a une idée qui me vient en tête. On peut monter et descendre, dire tout ce qu'on veut, mais il ne faut pas oublier qu'on a en face de soi un pouvoir sourd, un pouvoir de Kabila, qui est un pouvoir égoïste. C'est-à-dire, au vu des commentaires que ne cesse de rabâcher le porte-parole du gouvernement, c'est-à-dire M. Lambert Mende, on voit que le pouvoir n'est pas prêt à lâcher prise. Le pouvoir cherche toujours à créer des histoires. Alors, ça nous pousse à nous poser des questions. Est-ce que l'opposition a vraiment les moyens de convaincre un pouvoir qui est en train de devenir de plus en plus dictatorial tous les jours, de lâcher prise, de respecter la Constitution et que Kabila puisse aller à l'écart et organiser les élections dans le délai imparti par la Constitution de la République démocratique du Congo? Est-ce qu'ils vont réussir seulement avec la parole, avec des déclarations, avec des écrits, avec des documents? C'est ici où je me suis posé la question, qui est de savoir si on a vraiment besoin, en République démocratique du Congo, d'une opposition populaire armée pour faire reculer
le dictateur Kabila, pour faire reculer les sanguinaires qui sont en train de continuer à s'accrocher au pouvoir en dépit des massacres qui se font dans l'Est du Congo. C'est ça la question que moi je me pose. Alors selon ma pensée, moi je pense que selon l'expérience de tout ce qui s'est fait au Congo, de tout ce qui s'est fait depuis les années 90, au temps de Mobutu jusqu'à aujourd'hui, on a vu que en face d'un dictateur sourd, c'est vrai, il faut essayer tous les moyens, toutes les stratégies, venir d'abord avec la parole, les réunions, mais à un moment donné, il faut en tout cas mettre tout ça de côté et chercher à s'organiser d'une manière armée. Puisque si vous regardez bien, Mobutu Sese Seko jouait le jeu, il ne voulait pas partir. Pourquoi? Parce que devant lui, il n'y avait qu'une opposition qui n'avait que la parole, qui ne faisait que descendre dans les rues, donc les mains vides. Alors Mobutu ne voulait pas lâcher prise, parce qu'il savait que personne ne pouvait l'ôter du pouvoir. C'est pour cela qu'il a fallu qu'une force extérieure vienne accompagner Laurent Désiré Kabila pour faire partir Mobutu, non pas à coups de bic, de papier, à coups de réunion là-bas, non, mais à coups de canon. Et Mobutu est parti. Et je pense qu'avec Joseph Kabila, il faut qu'il parte aussi, à coups de canon. Oui, je sais, dans la tradition du peuple congolais, on va nous dire non, la violence, ce n'est pas bien. La violence, vous savez, les armes ne vont pas arranger le problème. Mais même la paix, même la parole, ça n'arrange pas le problème. Par contre, ça agrandit le pouvoir, ça amplifie dans la dictature de celui qui détient les rênes du pouvoir, en la personne de Joseph Kabila. Si vous regardez maintenant, il est en train de stocker les armes. Il est devenu très sourd. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a en face de lui une opposition qui n'est pas armée, une opposition civile, qui n'a que pour arme la parole et la constitution congolaise. Et lui a des alliés. C'est-à-dire, en plus de ses armes, il a le Rwanda et l'Ouganda qui sont ses partenaires, avec qui il sait comment ils vont jouer leur jeu. C'est-à-dire, au moment où il va se sentir poussé par les Congolais dans un mur là, ils vont lâcher la crise dans l'Est, tout ça, pour perturber tout. Et sachant que la faiblesse des Congolais, c'est que ce sont des gens qui n'aiment pas se battre, qui n'aiment pas qu'il y ait guerre, qui n'aiment pas prendre les armes, qui aiment la paix, mais qui ne savent pas que la paix a un prix. Et c'est ça la question. Je peux donner l'exemple de l'Afrique du Sud. Vous avez vu vous-même que les Blancs, qui avaient instauré l'apartheid comme système de gestion de l'Afrique du Sud, n'étaient pas des Sud-Africains natifs. C'était des occupants qui étaient venus d'ailleurs, qui ont vu que l'Afrique du Sud était une terre qu'ils pouvaient exploiter. Ils ont décidé de rester là-bas, de s'imposer et de mettre les autochtones dans un coin. Les Sud-Africains ont compris, après avoir utilisé tous leurs moyens, qu'avec ces gens, avec des occupants, on ne se bat pas seulement avec la parole. Il faut utiliser les armes. C'est pour cela que vous verrez que beaucoup de partis politiques, des Sud-Africains, des autochtones, les Bantous, ils avaient une branche armée. L'ANC avait sa branche armée. Même le parti politique des Zoulous là-bas, ça avait aussi une branche armée. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris à la longue que la lutte qu'ils menaient ne mènerait à rien, n'inquiéterait pas l'occupant, le dictateur, le criminel sanguinaire qui était le pouvoir de l'apartheid.
s'ils pouvaient avoir eux aussi recours aux armes. Et ils ont eu recours aux armes, bien que cela a duré. Mais un jour est venu, le blanc a vu que non, il a fléchi. Et il a accepté par force de se mettre autour d'une table pour commencer les négociations qui ont abouti à la libération de Nelson Mandela et à la prise de pouvoir. Et j'ai réfléchi et j'ai vu que le Congo démocratique aussi a besoin de ça. Et si vous regardez très bien, c'était ça même l'idée de M. Laurent Désiré Kabila. Et c'est ce qui avait créé même la peur dans le camp de l'ennemi, c'est-à-dire du Rwanda et du Burundi. C'est pour cela, si vous regardez, Laurent Désiré Kabila avait laissé une citation, que d'ailleurs beaucoup de Congolais aiment utiliser sans savoir le fond, sans savoir la signification profonde qui se cache derrière ces paroles. Laurent Désiré Kabila avait dit « La guerre sera longue et populaire ». Pourquoi? Il savait, parce que c'est lui qui était resté longuement avec ses Rwandais, ses Ougandais, il connaît l'esprit des Congolais, tout ça. C'est pour cela qu'il a prononcé ces paroles. La guerre sera longue. Effectivement, ça fait au moins une quinzaine d'années que nous, Congolais, nous peinons à tirer, c'est-à-dire à protéger notre pays, à le tirer des mains des envahisseurs et des ennemis. La guerre est longue, comme l'avait dit Kabila. La guerre serait aussi populaire. Et en disant cela, vous savez, Kabila avait dit, prenez-vous en charge. Et il avait même ordonné qu'il y ait l'instauration des comités de défense populaire. Il a commencé même à organiser la société de façon que dans chaque rue, chaque commune, qu'il y ait des gardiens, c'est-à-dire des gens qu'on entraînerait dans le service militaire, des commandos, même la milice nationale, pour garder le pays et la population. Et c'est ce qui avait même inquiété les ennemis, qui ont tout fait pour précipiter sa mort afin de créer donc un état de désordre et rester au Congo. Et pour ceux qui ont une bonne mémoire, on a toujours l'habitude de dire, quand vous parlez à un Congolais, il pense que les Rwandais sont des superman. L'armée rwandaise est tellement forte. Mais regardez très bien que, après avoir donné l'ordre de créer des comités de défense populaire, après avoir entraîné, c'est-à-dire à côté des militaires congolais, il faut qu'il y ait des défenseurs de la société congolaise, des genres de milices de protection de la société. C'est ce qui a fait fuir les Rwandais. Malgré tout ce qu'on dit de l'armée rwandaise, à vivre tout ce que... Ce sont les civils à Kinshasa qui avaient attaqué les Rwandais, les avaient neutralisés et les avaient fait fuir là. Et cette stratégie marchait très bien. Jusqu'à ce que Laurent Désiré Kabila est mort et Joseph Kabila a pris le pouvoir dans des circonstances que nous continuons toujours à déplorer. Au lieu de continuer sur cette lancée-là, vous avez vu Kabila venir avec sa stratégie de Kimia 1, Kimia 2, je ne sais pas quoi, tout ça, pour faire entrer maintenant les Rwandais et les Ougandais au Congo, soi-disant pour neutraliser les milices qui sont là. Et en réalité, ils ont tué même des Congolais. Ils les ont tués. Ils ont connu la République démocratique du Congo, c'est-à-dire ils sont venus, c'est comme inspecter la place. Kabila leur a donné l'ordre. C'est de l'occasion de venir pour voir ce qui se passe au Congo, bien armés. Eux, les agresseurs. Et en venant, ils ont fait des tours là, ils ont fait la prospection dans du territoire congolais pour mieux neutraliser les Congolais.
Alors, ce qui fait qu'on a en place un président vraiment qui est très bizarre. Et en entrant comme ça, quand vous ne pouvez pas donc vous en douter. Sachez que dans l'Est, il y avait des gens qu'on entendait parler depuis longtemps, les Maï Maï. Pour ceux qui ont une bonne mémoire, avant que la rébellion, qu'on appelle la rébellion, c'est l'attaque pour faire donc partir le président maréchal Mobutu Sese Seko qu'on éclate. Vous allez vous rendre compte très bien, pour ceux qui se souviennent très bien, Kabila était arrivé à la frontière du Congo et du Rwanda, là, mais n'était pas entré. Malgré leur force là, les Rwandais qui accompagnaient Kabila et les Ougandais n'ont pas réussi à entrer au Congo démocratique directement comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait des Maïmaï. Pendant toute cette période-là de guerre, de troubles et tout ça, il y avait des gens, des comités d'autodéfense populaire qui s'étaient formés normalement. Pourquoi? Parce que les Kivussiens connaissent le comportement des Rwandais et des Ougandais. Ils s'étaient bien organisés là-bas à Maïmaï pour tenir tête. C'est ce qui a fait que Kabila, avec ses cortèges qui venaient là-bas, ont passé plus ou moins 6 mois avant d'entrer pleinement en République démocratique du Congo. Suite à des signatures là-bas, des négociations, les Maïmaï, Kabila les a calmés, les a fait comprendre, ils avaient refusé, lui disant que nous connaissons bien le comportement des Ougandais et des Rwandais. Ce sont des mauvais. Une fois que nous les laissons entrer au Congo, demain nous allons entendre une autre histoire. Kabila les a calmés, non, nous avons des accords avec eux, s'ils entrent, c'est pour nous aider à faire partie Mobutu, qui est un dictateur, tout ça. Ils avaient même donné des conditions à Kabila. Que oui, laissez entrer ces gens, c'est bien. Mais chaque fois que nous prenons une ville qui tombe, c'est-à-dire nous chassons les phases, les militaires de Mobutu, il ne faut pas laisser ces étrangers garder la ville. Il faut laisser la ville dans les mains des citoyens congolais. C'était ça qui s'était convenu. Mais ils étaient aussi déçus de voir que ce qui s'était dit, ce n'est pas ce qui se faisait. Quand des villages et des villes tombaient, ce sont les Rwandais, c'est les Ougandais, qui restaient là-bas pour les garder et faire la loi. Alors, les militaires congolais n'avaient aucune part dans ce combat. Et vous connaissez la suite. C'est ce qui a fait qu'ils nous ont pris en otage. Ils ont pris même Kabila en otage, comme c'était leur stratégie d'ailleurs. Ils avaient dit à Kabila, non, il ne faut jamais avoir confiance aux militaires de Mobutu, ils vont se retourner contre toi. Kabila a dit, non, après tout, ce sont des fils du pays. Comme ils ne se sont pas battus dans beaucoup de contrées, dans beaucoup de provinces là, c'était d'ailleurs un bon signe qu'ils étaient prêts à se rallier donc à l'AFDL. Mais comme les Rwandais et les Ougandais craignaient cela parce qu'ils avaient des arrière-pensées, donc de mettre la main sur la République démocratique du Congo, de prendre le peuple congolais en esclavage et d'exploiter les richesses, ils ont bafoué tout ce plan-là. Et Kabila a été tué. Donc c'est le plan-là. Ce que je veux dire en relatant cette histoire, c'est que le peuple congolais a le pouvoir. Si le peuple, on lui donne le pouvoir de s'organiser, les ennemis vont fuir. Regardez les crimes qui se font dans l'Est. C'est parce qu'il n'y a pas de comité d'autodéfense populaire. Depuis longtemps, les Maï-Maï ont adressé leur message à Kabila, Joseph Kabila, qu'ils avaient besoin des armes, même de l'appui des militaires congolais pour sécuriser leur village, leur territoire. Parce qu'ils connaissent bien les forêts, les montagnes, les collines, ils connaissent bien leur territoire très bien. Ils sont même en mesure de piéger les Rwandais et les Ougandais afin de leur faire mordre la poussière. À plusieurs reprises, vous n'allez pas me citer à un moment là où le pouvoir de Kinshasa, de Kabila, a envoyé des armes ou bien s'est intéressé au message de Maï Maï. Il a fait semblant, il a fermé les yeux, mais on voit seulement des soi-disant milices qui entrent, ou une rébellion ougandaise qui, au lieu d'aller combattre le pouvoir d'Ouganda de Museveni, est en train de tuer les Congolais. Or, si vous vous souvenez, en réalité, c'est quoi? Les ADF Nalu, ça n'a jamais été une rébellion ougandaise. C'est une milice de Museveni
pour déstabiliser le Congo, tuer les Congolais, afin de créer un territoire vierge là-bas pour venir piller les richesses du Congo. Et ce sont ces milices-là, quand ils trouvent des populations là-bas, ils tuent d'abord les hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, ils savent que cette zone là-bas était habitée par des vaillants combattants, des maï-maï, des villageois qui connaissent bien leur terrain. Et si les hommes sont laissés vivants, ça serait vraiment difficile aux étrangers, aux occupants, aux voleurs d'entrer faire la loi. Entendez pourquoi quand ils entrent, ils mettent le feu au village, ils tuent d'abord les hommes, ils violent les femmes et dépêchent tout le monde là-bas. Aujourd'hui, quand vous suivez, comme une vidéo, je suivais là, de l'ONG Oxfam, ils ont parcouru des kilomètres là-bas en filmant des villages vides dans l'est du Congo. Des villages non pas seulement vides, mais brûlés aussi, avec des maisons détruites. Tout ça, c'est l'œuvre des Rwandais et des Ougandais à qui Joseph Kabila a laissé le territoire tout en liant le peuple congolais, c'est-à-dire en ne lui donnant pas les moyens de se défendre comme un président devait le faire quand il sait que son pays est dans un état de guerre. Je me souviens d'une chose là, je suivais les informations à propos du Burkina Faso qui venait de se libérer récemment du joug du dictateur Blaise Compaoré. Il y a une chose que beaucoup de gens ne savent pas, j'étais aussi étonné de voir que le départ de Blaise Compaoré était aussi en partie réussi. Pourquoi? Parce qu'au Burkina Faso, il y a des comités de défense populaire, c'est-à-dire des Burkinabés ont des armes. C'est ce qui a fait qu'ils ont su tenir tête à Blaise Compaoré, qui est parti. Et on voit aujourd'hui le président Kabore, qui est en train de négocier pour que ces gens-là puissent déposer les armes, tout ça. C'est bien de le faire. Mais le grand problème avec les présidents africains, c'est que quand ils font ça, ce n'est pas dans le bénéfice du pays. Il va faire cela. Après avoir récupéré maintenant toutes les armes, il va maintenant commencer à faire sa loi et des manigances là-bas pour rester au pouvoir. Et c'était dans le camp République démocratique du Congo. Après la mort de M. Laurent Désiré Kabila, il y avait encore des armes que le peuple avait reçues pour se défendre. Joseph Kabila, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des Ngoyi Mulunda et même des pasteurs, des soi-disant pasteurs Coutinho, Fernando, qui ont commencé à prêcher la paix aux Congolais. Oh, ils remettaient les armes, ce n'est pas bien pour le pays, tout ça. Ils ont fait ce que vous appelez 100 $ contre une arme. Ils ont récupéré les armes en donnant 100 $ à ceux qui détenaient les armes. Et le peuple congolais a remis, si pas toutes les armes, donc jusqu'à aujourd'hui, presque 99% des armes ont été remis au pouvoir de Kabila. Et le peuple est resté comme ça. Et pour résultat, quand l'ennemi entre, on voit une armée que Kabila a déjà liée, les FARDC, qui sont commandés, espionnés par les étrangers, déroutés même. L'ennemi est en train de tuer au sud, mais vous envoyez l'armée au nord. L'ennemi est en train de piller à l'est. Vous êtes en train de négocier, de chercher à vous cramponner au pouvoir. Alors, vous savez, mes chers amis, ce que je voulais dire, je sais que le peuple congolais a une tradition que les Belges ont laissée, c'est-à-dire la tradition chrétienne. Je sais qu'il y a beaucoup de livres secrets, on peut citer des exemples, mais le livre que la plupart des Congolais comprennent, ou bien disent comprendre, c'est la Bible. Remarquez très bien, comme le disait M. Laurent Désiré Kabila, la Bible est pleine de guerres. Le Dieu d'Israël, le Tout-Puissant, Jéhovah, c'est-à-dire, il ne manquait pas de moyens pour dire au peuple d'Israël, asseyez-vous, dormez, car je suis Dieu, je vais me battre pour vous. Non. Le même Dieu ordonnait aux Israélites d'aller se battre.
de défendre leur pays, de former leurs enfants. Et on a vu qu'en fin de compte, Israël, l'ancien Israël était compté parmi les nations fortes. Des nations faibles qui étaient esclaves. On a vu qu'Israël, à un moment donné de l'histoire, était devenue une nation forte, puissante, que les gens craignaient. C'est-à-dire quand ils avaient Israël en face qui venait là-bas, ils fouillaient, ils tremblaient, ils chiaient même. Alors si le Dieu qui a créé toutes choses ordonne à son peuple de s'entraîner, de prendre les armes, mais à combien plus forte raison, nous les Noirs d'Afrique, les Congolais spécialement, nous sommes toujours là et nous pensons que ce n'est pas la prière seulement que nous allons protéger notre pays. Non, ça c'est faux. Les Africains doivent comprendre. Il ne faut pas se leurrer. Regardez les pays d'Europe. Est-ce que pourquoi les Européens, les Occidentaux en général, ont instauré à un moment donné de l'histoire dans leur pays que le service militaire devait être obligatoire? Ils savaient. Si beaucoup de gens savent tirer, ils ont des armes, ils ont suivi le service militaire, c'est déjà un atout pour le pays. C'est-à-dire que tu ne viendras pas faire n'importe quoi dans le pays, parce que tu vas faire face à beaucoup de gens qui connaissent le service militaire, qui sont des commandos, qui savent manier les armes, qui savent tirer, se défendre, protéger leur pays. Mais quand on entre dans des pays comme le Congo, on a une armée d'abord mal payée, qui est là, c'est-à-dire qui n'est même pas le 10e du peuple congolais. Et le reste est là. Plus de 90% sont des civils. Et quand ils entrent là, ils trouvent un terrain déjà conquis d'avance. Alors comprenez, chers frères et sœurs congolais, c'est ça que nous voulons. Le Congo vient de loin et il est encore en train d'aller trop loin. On ne dit pas qu'on va trouver toutes les solutions aujourd'hui, mais demain se prépare aujourd'hui. Quand vous regardez très bien, on peut dire, non, l'armée congolaise est classée, parce que je ne sais pas, on a donné un résultat là, c'est pas 10e, 11e là. Donc, parmi les armées africaines, ça, ce ne sont que des chiffres. Mais quand nous voulons étudier la situation sur le terrain très bien, est-ce que nous allons nous poser des questions? Est-ce que c'est l'armée des Congolaises? Non, c'est l'armée du peuple congolais. Non, c'est l'armée de Joseph Kabila. Pourquoi remarquer? Quand il y a des manifestations, même des manifestations autorisées, agréées par l'autorité, soit provinciale, l'autorité de la ville, l'autorité nationale, on voit toujours l'armée qui est là pour empêcher aux Congolais de s'exprimer. Alors, on se pose des questions. En quoi est-ce que cette armée peut être dite l'armée nationale? Non, c'est l'armée de Kabila. C'est sa garde prétorienne. Nous devons raisonner, chers frères congolais. Je sais que il y a des gens qui vont douter. Oui, nous avons le droit de douter. Mais il faut toujours des stratégies. Et je sais que le peuple congolais finira par là. Puisqu'à force de trop souffrir, en tout cas, le peuple congolais, comme je l'ai toujours dit, est en train d'apprendre et d'acquérir même de nouvelles habitudes qu'il n'avait pas avant. Parce que vous n'allez pas continuer à tuer, à malmener les gens pendant beaucoup d'années et compter, croire que ces gens-là resteront toujours les mêmes, c'est-à-dire passifs là. Un jour, ils vont s'élever. Pourquoi? À force de les faire souffrir, de les tuer là-bas sans raison, vous êtes en train de planter les graines de la rébellion, de la tête dure, dans l'esprit du peuple en question. Comme le dit d'ailleurs un proverbe zoulou en Afrique du Sud. Vous savez, les Sud-Africains ont beaucoup souffert par des guerres. C'est ce qui fait que même jusqu'à aujourd'hui, ils sont devenus très forts. Ils ont eu un cœur dur. Et je pense que le peuple congolais est en train d'aller là-bas. Il y a un proverbe zoulou qui dit
Reculer, c'est mourir. Avancer, c'est mourir. Et la question qu'on se pose, alors qu'est-ce qu'il faut faire quand on est devant un pouvoir dictatorial comme le pouvoir de Kabila, comme c'était le pouvoir de l'apartheid des Blancs en Afrique du Sud. Donc avec Kabila au Congo, si vous vous mettez comme ça, vous allez toujours mourir. Regardez dans l'Est, les Congolais, ils prient beaucoup. Non, Seigneur, nous ne voulons pas qu'il y ait la guerre et tout ça. Oh, la main de Jésus sur le Congo, nous voulons qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. Donc, ils jouent les agneaux là-bas, ils sont doux. Mais l'ennemi, malgré les prières, malgré que vous ne lui faites rien, vous êtes chez vous. Vous n'avez pas attaqué le Rwanda, vous n'avez jamais attaqué l'Ouganda, vous êtes chez vous. L'ennemi entre toujours. Malgré que vous voulez toujours rester dans cet état là-bas de pacifiste. Donc, un état là-bas de non-guerre. Nous ne voulons pas ces histoires. L'ennemi entre toujours. C'est-à-dire, vous reculez. Vous continuez à mourir. Alors, pourquoi ne pas se lever et avancer? Car même si vous reculez, l'ennemi va vous tuer toujours. L'avantage, c'est quoi? C'est de mourir en avançant. Car plus qu'on avance, on va mourir, bien sûr, mais tout le monde ne mourra pas. À force d'accepter maintenant d'avancer, oui, cette fois-ci, nous allons mourir, oui, en avançant. Et je pense que le Rwandais et l'Ouganda ne peuvent pas tuer, finir les 70 millions de Congolais là-bas. Il y aura toujours des Congolais qui seront debout, qui seront les vainqueurs et les gardiens de la République démocratique du Congo. C'est ça. Il nous faut vraiment méditer sur ce qui est en train d'arriver dans notre pays. La terre promise, c'est le bonheur. Ça a un prix. Je sais qu'on y arrivera, mais il faut des stratégies pour y arriver. Et ça m'a fait aussi penser que au Congo, il y a encore un problème. On a affaire à une classe politique qui a duré, donc dans cet état là-bas de tournoyer en rond sans trouver de solution. C'est-à-dire quand ils se mettent autour d'une table là, au lieu de trouver des solutions, les Congolais ont l'art de se chamailler, de créer la confusion, de se diviser encore davantage. C'est ce qui m'a fait penser aussi qu'il y a encore un élément que nous ne devons pas oublier. Peut-être, si nous ne trouvons pas un changement rapide, qui sait? Il faut que la classe politique corrompue qui existe au Congo, parce que regardez, aujourd'hui, c'est aussi l'un des grands problèmes qu'on a au Congo. La jeunesse qui vient de naître aujourd'hui a d'autres idées. Ce sont des gens qui veulent le bonheur, qui veulent que les choses changent. Et le pouvoir de Kabila le sait très bien. C'est pour cela que vous regardez, ils ne veulent pas faire le recensement des jeunes, parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui sont nés récemment, là, qui ont atteint l'âge, en majorité récemment. Ces jeunes-là ont d'autres idées. Ce sont des gens-là qui sont impulsifs, ils veulent le changement, tout ça. Ils n'ont pas connu les histoires de Tshisekedi, Mobutu dans les années 90, là, ils étaient enfants, les autres n'étaient même pas nés, tout ça. Alors, Joseph Kabila, avec ses conseillers qu'il a autour de lui, la plupart sont des mobutistes, des gens qui ont induit Mobutu en erreur, ils savent ça. C'est pour cela que vous allez comprendre, ils ont peur à faire le recensement, parce qu'ils auront un taux, un nombre très élevé de jeunes qui veulent le changement, qui vont entrer dans le jeu démocratique, c'est-à-dire dans le jeu d'aller voter. Et Kabila ne voulant pas ça, c'est pour cela qu'il ne veut pas qu'il y ait recensement. Car il veut toujours avoir affaire à des adultes, à des vieux qui étaient là au temps de Mobutu. Et comprenez pourquoi il est maintenant entouré de nouveaux conseillers qui, la plupart, sont des conseillers de Mobutu. Des gens qui ont donné à Mobutu la tête dure, qui lui ont donné des stratégies de coller au pouvoir.
Et c'est la plus grande erreur. C'est aussi l'un des problèmes. Cette classe politique des vieux du Congo, quand vous remarquez bien, moi personnellement, je n'ai pas confiance dans ces gens-là. Même quand je l'ai vu là, assis à Bruxelles, en train de discuter, tout ça, on a vu des visages politiques qui étaient là au temps de Mobutu. Ils sont encore là. Et prétendre que cette fois-ci, ce serait la bonne, ils vont trouver une solution, ils vont changer les choses, c'est le désir de beaucoup de Congolais. Mais il y a aussi une chose, nous devons savoir que ces vieux-là ont une grande responsabilité dans l'échec politique, le recul de la démocratie, donc le massacre, la tuerie, l'enterrement même de la démocratie au Congo. Et je ne pense pas que ces têtes-là nous sont utiles à quelque chose pour amener le peuple congolais au bonheur, comme je disais, au Canaan. Donc, à Canaan, comme les chrétiens veulent toujours le dire, c'est un exemple. Le peuple congolais qui lisait la Bible, la distance qui séparait l'Égypte de la terre de Canaan, qui est la terre promise, là où Dieu voulait faire entrer le peuple israélite sous l'égide de ses leaders. La distance qui les séparait, c'est la distance de quelques heures. Prenez la carte du monde, vous verrez que de l'Égypte à Canaan, c'est presque 4 heures de marche et vous êtes là-bas. Pourquoi est-ce que ça a pris 40 ans au peuple israélite pour entrer à Canaan? Lisez la Bible et vous verrez que Dieu voulait d'abord purifier ce peuple-là. Parce qu'il y avait parmi eux des gens qui avaient toujours l'esprit d'Égypte, qui avaient la nostalgie du passé. Or, quand on fait la politique, quand on veut avancer, il ne faut pas faire la nostalgie du passé. Le passé est passé, c'est fini. Il faut évoluer maintenant avec de nouvelles stratégies pour atteindre le bonheur, c'est-à-dire pour atteindre Canaan. Or, les leaders de l'ancien Israël s'étaient butés à ces vieux-là, qui revenaient toujours à leurs anciennes habitudes, qui adoraient toujours les dieux que Jéhovah ne voulait pas, qui rêvaient encore de rentrer en Égypte, qui pleuraient, Moïse, tu nous as amenés ici, nous étions bien là-bas, tu vois. C'est comme ça même au Congo. Il y a des gens qui étaient haut placés au temps de Mobutu. Ces gens-là, c'est quoi, vous voyez, Kabila encore les a pris. Ces gens-là ont toujours la nostalgie d'être, c'est-à-dire au-dessus de la société congolaise, être dans l'opulence financière, au détriment même du peuple. Et Kabila le sachant, il les a encore retournés là au pouvoir. Ces gens-là ne nous amèneront nulle part. Il faut que cette génération là-bas passe. C'est pourquoi c'est nous les jeunes, nous devons combattre ces vieux-là, les mettre même de côté. C'est comme l'histoire de Canaan. Cette génération-là, la génération des vieux, nous n'en avons pas besoin. Sinon, ça va faire traîner le peuple congolais d'entrer dans la phase de Canaan, c'est-à-dire la phase du bonheur et du changement. C'est la première image qui a fait que Dieu a fait traîner le peuple d'Israël avant de le faire entrer à Canaan. Canaan, c'est quoi? C'est le paradis terrestre. C'est un état de bonheur. Deuxième image, c'est quoi? Israël n'était pas organisé. Tout juste quand le peuple israélite avait quitté l'Égypte, c'était un peuple esclave. Ils n'avaient aucune notion de gouvernement, ils ne connaissaient pas leur Dieu convenablement. C'est pour cela que Dieu aussi, c'est lui aussi des raisons que Dieu a voulu, c'est qu'ils se mettent d'abord dans le désert. C'est l'endroit de purification. Là où Dieu maintenant devait leur enseigner qui il était, pour qu'ils le connaissent intimement, établir la loi, les 10 commandements, écrire
des livres, donc organiser la société en roi, en prêtre, c'est pas tout ça. Pour qu'enfin, que le peuple juif, une fois organisé selon la volonté de Dieu, pouvait maintenant entrer à Canaan en ordre, bien organisé et en respectant la loi de Dieu. Le Congo, je le compare aussi à Canaan, à un paradis. Pourquoi est-ce que le peuple congolais traîne pour jouir de ses richesses, pour jouir le bonheur que Dieu a déjà placé qui est là? Hein? Imaginez-vous, nous sommes assis sur les richesses, les diamants, les coltans, or, cobalt, zinc, cassiterite, manganèse, mercure, tout ça. Mais nous n'avons jamais eu le temps de jouir de nos richesses. Pourquoi? Parce que parmi nous, il y a encore des pécheurs, les vieux là. Il faut qu'ils passent d'abord. Dieu ne veut pas nous faire entrer. Et c'est d'ailleurs eux qui nous freinent pour que nous puissions entrer rapidement. Et remarquez, tous ces vieux-là, ils ont toujours fait combat contre la jeunesse. Malgré qu'ils ont amené le pays là où il est, ils ont fait de Mobutu le roi du Zaïre. Ils ont créé la dictature, bâti la dictature au Congo. Ils veulent toujours qu'on les respecte, qu'ils soient toujours à la tête pour organiser les choses. Et c'est pour cela qu'il y a même leur conclave là de Bruxelles. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils doutent. Avec ces vieux-là, ça n'ira nulle part. Attendons voir. Canaan est là. Le bonheur est prêt pour le peuple congolais. Il faut que cette classe politique se mette de côté. Et qui va les mettre de côté? C'est le peuple congolais, la jeunesse. C'est pourquoi ils ont peur de la jeunesse. Le bonheur est là. Pourquoi est-ce que le peuple congolais traîne à mettre la main sur ce bonheur-là, à jouir de ses richesses? C'est ce que j'ai dit d'Israël. Dieu est en train de nous buter à des difficultés, à nous laisser comme ça, pour nous donner le temps de réfléchir, de nous organiser, de nous aimer les uns les autres, de connaître qu'est-ce qui fait que nous ne jouissons pas de nos richesses, de respecter la loi. Les Israéliens étaient en Égypte, les Israélites, je veux dire. En quittant l'Égypte, c'était des esclaves. Ils ne connaissaient aucune loi. Ils ne savaient pas que Dieu existe. Dieu les a laissés dans le désert pendant 40 ans afin de leur enseigner la loi, le respect de la loi. Et vous voyez comment Dieu tuait des gens là-bas dans le désert. Tous ceux qui ne respectaient pas la loi, après l'avoir étudiée. Dieu aussi veut nous enseigner au Congo démocratique à respecter la Constitution. Vous ne pouvez jamais aller trop loin en tant qu'une nation, en tant qu'un pays, quand vous ne savez pas respecter la Constitution. Et on voit des intellectuels là-bas, oh, supporter Kabila, se disent professeurs, Mova Sakane. Il oublie qu'il avait peiné, il allait même à pied à l'université. Il est devenu professeur là-bas, un professeur mendiana, qui n'avait même pas de salaire. Kabila est venu, Laurent disait Kabila l'a ramassé là, oh, il a un peu soufflé. Il a oublié que c'était sous le régime de Mobutu que tout le mal se faisait. Vous prenez le pouvoir, tu es avec Kabila le jeune aujourd'hui, tu commences maintenant à tenir le même langage que les Sakombi Inongo tenaient au temps du MPR, la MOPAP. Vous voulez faire maintenant face au peuple, narguer le peuple, que vous n'allez pas laisser le pouvoir. Vous voyez, où est votre doctorat? C'est vous, des gens, que Dieu veut que vous puissiez passer d'abord. On doit vous faire passer. C'est vous qui êtes une barrière entre les Congolais et leur Canaan, leur bonheur. Vous devez passer. Respectez la loi. Les Israélites qui ne respectaient pas la loi, Dieu les tuait là-bas. C'est une leçon pour les Congolais aussi. La Constitution est là.
élaboré par le peuple congolais, les représentants du peuple congolais, comme règle de Dieu, règle de Dieu, excusez-moi, comme règle de jeu. Et voilà que, même parmi les gens qui ont écrit ça, aujourd'hui, ils se révoltent. Nous n'allons pas suivre ça. Non, Joseph Kabila, il est encore trop jeune pour aller en pension, en retraite, là. Mais, donc, ce sont des gens qu'il faut évacuer de la route pour que le peuple congolais puisse atteindre son bonheur. La leçon de Canaan. N'oublions jamais ça. Peuple congolais, on ne peut jamais faire raisonner un dictateur. Politicien congolais, on ne fait jamais raisonner un dictateur. Car un dictateur, ce n'est que le langage des armes qu'ils comprennent. Avoir peur de mourir, c'est continuer à mourir tous les jours. Mais affronter la mort parfois, c'est mourir peu et récupérer son pays, récupérer son bonheur. C'est pour cela que vous avez même dans des constitutions des pays tels que la France, les États-Unis, tout ça, ils disent que tout celui qui veut rester au pouvoir, prendre le pouvoir illégalement en dehors de la Constitution, doit faire face à la population américaine et française. On recommande, leur Constitution recommande au peuple de se lever avec les armes à la main. La Marseillaise dit, allons enfants, aux armes. Tu ne peux pas venir faire des bêtises comme ça aux États-Unis d'Amérique. On prend les armes et là on te chasse. C'est pour cela que quand tu parles aux Européens et aux Américains, ils rigolent. C'est un président comme Kabila, hein, qui est venu là, donc doux, calme, là-bas, un petit qui ne connaissait pas beaucoup de choses. Il veut tenir tête aux Congolais aujourd'hui, s'imposer pour rester au pouvoir. Mais non, mais non, mais non. En dénigrant la constitution que le peuple congolais a rédigée, mais le peuple congolais, qu'est-ce que vous attendez? Organisez-vous, mettez ce monsieur-là hors d'état de nuire. Tu peux discuter avec les Français, les Américains, beaucoup d'Occidentaux. Nous allons condamner les Européens, les Américains, oui. Jusqu'à quand? Mais sachons que la grande partie de notre responsabilité, de la grande partie, c'est notre responsabilité. Parce que nous ne voulons pas les jeux qu'il faut, nous ne voulons pas jouer le jeu qu'il faut pour aplanir le chemin et récupérer notre pays. Oh, cela a eu lieu. Donc la violation de la Constitution au Burundi, en République du Congo d'en face, là-bas, Congo-Brazza. Kagame aussi a fait ça, il a changé ça. Qu'est-ce que le monde a fait? Ce n'est que quand le Congo de Lumumba, on veut s'organiser aussi. Donc, s'organiser pourquoi? Pour créer maintenant un dictateur. Que le monde entier veut venir nous donner des leçons. Jamais. Nous sommes le pays de Lumumba, de Simon Kimbangu, de Kimpavita. Vous pensez que si Lumumba ressuscitait aujourd'hui et voit ce que vous êtes en train de faire là, il sera content? Jamais. Lumumba n'est pas mort, n'a pas versé son sang pour que le Congo soit dirigé par des dictateurs. Simon Kimbangu n'a pas eu de révélation de Dieu pour voir les Congolais souffrir. Demain, d'un président là-bas qui laisse le Congo ouvert à des étrangers, et vous dites que c'est la volonté de Simon Kimbangu. Simon Kimbangu avait prophétisé ça, mais vous voulez tromper qui vous? Kimpavita, s'il est mort, ce n'est pas contre les étrangers. Elle n'a pas été tuée par les étrangers. Et on a un président qui veut faire entrer les étrangers, que les étrangers dominent les Congolais, et vous dites que lui, c'est le président promis par la prophétie de Kimbangu, de Kimpavita. Changez un peu votre histoire. Vous voulez suivre le chemin du Burundi, du Rwanda et du Congo-Brazzaville. Pourquoi vous êtes là seulement à copier le mal? Pourquoi vous ne pouvez pas copier le bien? Dirigeant congolais. Kabila, je ne sais pas s'il était né là-bas dans la brousse, maquillé, Wabora, tout ça. Mais il a passé la plupart de son temps, selon les dires, en Tanzanie. Et regardez, la Tanzanie est là. Il devait suivre l'exemple des Tanzaniens.
Les Tanzaniens sont là très bien. Tu finis tes mandats, ton mandat là-bas, tu descends, tu laisses la place aux autres. Suis même l'exemple du pays là où tu as grandi. Mais c'est quoi ça? C'est ça le problème auquel nous sommes en train de nous confronter aujourd'hui, en tant que nation. Et c'est vraiment lamentable. Quand on voit des intellectuels, des soi-disant professeurs, appuyer le mal. Tu vois un Congolais, vous allez donner cours maintenant à qui? Pourquoi est-ce que vous êtes allé à l'université? Vous soutenez Kabila pour qu'il viole la Constitution et vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'université de Kinshasa. Et on voit même des gens sur YouTube discuter là-bas, sur Facebook là-bas, des radios qu'ils ont créées là-bas, ma radio Mignatou là-bas. Kabila Atikala, Oumela, tout ça. Et quand il parlait, comment on a tout ça va faire? Je suis licencié à l'université, je ne sais pas, protestant de Kinshasa. Mais est-ce qu'on vous a enseigné à l'université protestante de Kinshasa qu'il faut violer la Constitution? Et c'est grave, les Congolais. Pourquoi est-ce que vous étudiez? C'est pour cela que vous êtes la risée, le ridicule de beaucoup de gens dans le monde. Et c'est ce que me disait un ami. On s'était rencontrés quelque part là en 2001. Ce monsieur-là, il m'a parlé qu'il venait de la Tanzanie. Il a participé au recrutement des Congolais aussi, qu'on faisait entrer dans l'AFDL, jusqu'à ce qu'il a rompu avec Laurent Désiré Kabila. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que Kabila continue à s'associer tellement aux Rwandais, à leur donner donc la garde des villes, des villages, comme je vous avais dit. Trop de pouvoir au Congo. Il fallait seulement qu'ils nous aident et qu'on les retourne chez eux le plus rapidement possible. Ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il m'a dit? Monsieur Mac, j'ai passé la plupart de mon temps en Tanzanie. Quand Joseph Kabila est devenu président, c'était vraiment un tollé. Un grand scandale en Tanzanie. Vous imaginez, les Tanzaniens étaient étonnés. Eux qui connaissaient Joseph, une partie de sa vie, donc très bien. Et l'ami me faisait rire. Les Tanzaniens disaient ceci. Ah, tunasagaa. Oh, Yusufu, mtoto tulilea jana, juzi hapa peto hapa. Nikusema yeye sasa ndio anakuwa rais wa Kongo. Nikusema anakuwa juu ya Koffi Olomide, ya General Defao. Anakuwa juu ya Papa Wemba. Savi bakina Wemba, bakina Koffi Olomide, na bakina General Defao. Oh, Yusufu mtoto tulilea juzi hapa peto, anakuwa anatembea mikono wazi huyu. Jana ndio kwa tawala wale watu. Ah, kumbe Kongomani washenzi. Kongomani washenzi. C'est-à-dire quoi, pour ceux qui ne comprennent pas le Swahili, les Tanzaniens s'étonnaient. Youssouf, c'est-à-dire Joseph en Swahili, en arabe même. Ils s'étonnaient de voir que c'est quoi? Qui est devenu président du Congo quand ils ont entendu que c'est Joseph Kabila qui est devenu président du Congo? Les Tanzaniens étaient étonnés. Ils ont dit, Joseph Kabila, l'enfant qu'on a vu naître il n'y a pas longtemps, qui jouait dans la poussière ici chez nous, l'enfant qu'on a gardé dans notre pays, hein? Quoi? Il est devenu président de qui? De Koffi Olomide, du général Defao, de Papa Wemba. Ah! Donc les Congolais sont des idiots vraiment. Pourquoi? Selon les Tanzaniens, quand ils regardent la télévision, quand ils regardaient la télévision là chez eux, ils voyaient Koffi Olomide, donc une star terrible, intouchable même, une étoile. Papa Wemba, général Defao, vous savez, si vous regardez même les vidéos, c'est pourquoi le général Defao aimait aller en Tanzanie chaque fois. Pourquoi? On l'accueillait plus qu'un président de la République. Et les Tanzaniens voyaient dans des Congolais, donc un peuple élevé là-bas, difficile à toucher même, comme ça. Et Kabila, qu'ils ont vu naître, ils connaissent le mode de vie que Kabila menait là-bas. Un vaurien là, rien là. Qui quitte la Tanzanie et il devient président de la République démocratique du Congo. Les Tanzaniens n'en revenaient pas. Et c'est à partir de ce jour-là qu'ils ont conclu
que les Congolais c'était des idiots. Sorry, c'est ça la réalité. Et regardez même Kabila aujourd'hui, il avait les airs calmes là-bas quand il était entré. Aujourd'hui, il s'impose. Pourquoi? Il a étudié la psychologie des Congolais. Plus les malfaiteurs de chez Mobutu qu'il a mis, qu'il a récupéré autour de lui, cette crasse que moi je n'appelle pas la classe politique, c'est la crasse, les déchets politiques qu'il a récupérés, qui lui donne des conseils. De coller au pouvoir, comme au temps de Mobutu, ils savent que les Congolais ne feront rien, mais gare, comme a dit un philosophe, gare au peuple qui a beaucoup dormi. Car le jour où il va se réveiller, il ne se rendormira plus rapidement. Sur ce, je lance même un message à la femme de Kabila, la première dame du Congo, Olive Lembe, qu'on voit passer par-ci, par-là, rencontrer des musiciens. Je viens d'une vidéo là, il est allé chez Kiamboku Tadjouski, qui est malade, c'est pas pour le soutenir, je ne sais pas s'il lui a laissé l'argent, s'il s'est décidé à prendre une charge de ses soins là, tout ça, c'est bien tout ça. Tu te fais passer pour catholique, c'est-à-dire chrétienne, maman m'aime bien, maman aro mzuri, beaucoup de gens qui disent oh, tunampendaka maman Olive Lembe, biso tolingaka maman Olive Lenge makasi, Olive Lembe makasi, parce que ça maman moko m'aime bien, on a vu des vidéos là-bas, les Kinois pleurent, ils tiennent là-bas, oh maman la biso, c'est vrai. Mais qui chrétien ayo, il faut le montrer maintenant au moment, au tournant historique qui est en train de connaître la République démocratique du Congo. Si tu es une femme de Dieu, c'est le moment de t'élever pour dire à ton mari Joseph Kabila, Dieu n'aime pas les menteurs. Dieu n'aime pas les gens qui ne tiennent pas leurs paroles. Le peuple congolais, c'est le peuple de Dieu. Vous êtes des passagers. Vous n'avez pas créé les Congolais. C'est le moment de nous montrer que vous êtes des chrétiens. Tu es une chrétienne, Olive Lembe. Dis à Kabila de laisser le pouvoir, de quitter le pouvoir, comme c'est la volonté de Dieu, afin que le pouvoir ne le quitte. Prenez pour exemple le départ catastrophique et la mort à l'étranger de Mobutu. Tout ça, ce sont des leçons que Dieu a placées devant tout celui qui veut faire la politique au Congo, tout celui qui est président, qui veut devenir président. Montrez-nous que vous êtes des chrétiens. C'est ça. Regardez, le pays ne marche pas très bien. J'ai un correspondant qui est à Kinshasa qui me parlait au téléphone ce matin, qui m'a parlé de la misère. Et je sais, même au Katanga, toutes les mines, 90% des mines, ont fermé. Il y a d'autres mines d'ailleurs qui étaient dans les mains des Occidentaux, spécialement les Américains. Ils les ont fermées comme ça, c'est-à-dire, la raison c'est quoi? C'est-à-dire, ceux qui ont financé ces mines-là pour que ces mines-là puissent être opérationnelles, ont retiré leurs capitaux. Pourquoi? C'est un signe de temps. Ils savent que le pays là où il est en train d'aller n'inspire plus confiance. Un occidental ne peut jamais rester dans un pays là. Il a déjà étudié les choses. Il voit qu'il y aura des choses négatives qui vont se passer dans ce pays. On va même détruire. Ce désordre-là amènera même à la destruction de leurs investissements, des choses qu'ils ont installées là au Congo. C'est pour cela qu'ils choisissent de retirer leurs capitaux, de transférer même leurs investissements du Congo vers d'autres cieux. C'est aussi un signe. 90% des mines ont fermé. Et je lance un défi à quelqu'un qui parlait sur Zoom 1000. Oh, depuis que Moïse est parti, Pakatangé va commis bien, Moïse volait. Oui. Une façon de parler, c'est un mensonge. Et n'oubliez pas que moi aussi j'ai de la famille.
dans l'ancien Katanga, partout. J'ai des amis. Et nous nous parlons. Les gens pleurent. Pourquoi? Les investisseurs ont retiré leurs capitaux. Les autres sont en train de négocier pour vendre leurs usines, leurs mines à d'autres personnes, telles que des Chinois, des Indiens, tout ça. C'est un signe de catastrophe. Quand un occidental se retire du jeu, ça présage une mauvaise chose. Comme me disait mon correspondant qui est à Kinshasa, il y a la BIAC, la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, qui est en faillite aussi. Les gens s'en vont là-bas très tôt le matin, 5 heures du matin, ils restent en ligne là-bas, dans des rangées, pour revenir à la maison le soir, 16 heures, 17 heures, sans même retirer ne fût-ce que $50, même un $20. La banque nous dit qu'il n'y a rien. Comme disait un Quinois. Pourquoi? Les investisseurs qui avaient déposé leurs capitaux dans cette banque-là ont retiré leurs capitaux aussi. Et on nous dit que parmi beaucoup d'investisseurs dans la BIAC, il y avait aussi un investisseur de poids, Moïse Katumbi. Il a aussi retiré ses capitaux parce qu'il voit que le Congo, ce n'est pas un pays qui inspire confiance. On a encore des loups, garous au pouvoir, des destructeurs. Le peuple congolais comprenait que s'il n'y a pas d'investissement au Congo, c'est parce qu'on a des politiciens irresponsables. On ne peut jamais, même toi, si tu as ton argent, tu veux investir, tu ne peux jamais investir dans un pays là où on ne respecte pas la loi. Un pays qui est en trouble, là où il y a des guerres, des tueries, donc il n'y a pas de paix. Là où les frontières sont poreuses, les rebelles, les mercenaires entrent, tuent, sortent là. C'est un pays là où les affaires ne se font pas très bien. Le climat des affaires n'est pas fiable. C'est un signe de temps. Peuple congolais, chers frères et sœurs, chers amis du Congo, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Il y a des moments dans l'histoire où les dirigeants doivent changer et où un peuple doit changer. Et je pense que c'est le moment où le peuple congolais doit changer. D'opposition civile qui ne parle qu'avec la parole, avec des papiers et des bics, cette ère-là doit passer. Le Congo doit entrer dans une ère nouvelle. Je ne dis pas de l'opposition de mafia, des soi-disant Rwandais, Ougandais qui se font passer pour des Congolais faux. L'opposition originale, congolaise, armée. Il faut que cette opposition commence déjà à naître. Et ça va bousculer les prédateurs à fuir le Congo et à respecter le peuple congolais. Ce n'est que le jour-là où les Congolais apprendront à se protéger avec les armes dans leur propre pays que les ennemis du Congo auront peur et fuiront. Et même le pouvoir dictatorial en place aura peur. Sinon, on a encore un long chemin à faire pour entrer dans Canaan, comme les Israélites avaient tourné en rond. Pourquoi? Parce que Dieu voulait qu'ils se purifient d'abord. Moralement, mentalement et spirituellement. Et c'est une leçon, un appel fort lancé au peuple congolais. Sur ce, je vous remercie. N'oublions jamais de ne jamais trahir la République démocratique du Congo. Au revoir.
change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles